Le problème du TDAH, c'est que la sévérité et l'intensité des symptômes, elle est au-dessus de la norme. Cette vidéo sort le 12 juin, c'est donc la journée nationale de la sensibilisation au TDAH, la journée nationale de l'attention. Le TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est donc la bonne journée pour parler de ça et pour peut-être parler de ce qui pourrait ressembler à une épidémie. On a l'impression que beaucoup de personnes ont le TDAH ou pensent l'avoir. On n'a jamais entendu parler de ce trouble autant qu'en ce moment, au point que des tests sont disponibles un peu partout. Et pire que les tests, il y a des vidéos qui traînent sur tous les réseaux qui prétendent vous aider à déterminer si vous avez un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Du coup, beaucoup de personnes s'approprient le TDAH, on a l'impression de savoir ce que c'est et peut-être qu'on se trompe. Salut, aujourd'hui on va essayer de répondre à la question: est-ce qu'on est tous TDAH? Pour commencer, il faut se rappeler qu'il s'agit bien d'un trouble, d'un problème dans le neurodéveloppement et non pas d'un trait de personnalité. C'est pas une personnalité d'avoir un TDAH, c'est quelque chose qu'on a en soi et avec lequel on doit composer. Est-ce que les tests qu'on peut trouver en vidéo sur TikTok, Instagram, Facebook, etc. sont fiables? Spoiler, non. On va tenter de faire le distinguo entre ce qu'on peut appeler un trouble de l'attention et un problème d'attention ou un déficit d'attention. J'ai invité le docteur Moussa, que vous suivez peut-être d'ailleurs parce qu'il est sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, avec un compte qui s'appelle Vie de TDAH. Il est spécialisé dans ce trouble et il va nous aider à y voir un peu plus clair. J'ai discuté plus d'1h30 avec lui, en plus d'être très gentil, il est très passionnant et pertinent sur son sujet. Alors tout ce que vous avez voulu savoir sur le trouble de l'attention, c'est maintenant. Les symptômes du TDAH se divisent en deux groupes. Il y a le comportement d'inattention et les comportements d'hyperactivité et ou d'impulsivité. Mais déjà, pour commencer, on va rappeler ce qu'est véritablement le TDAH. Alors TDAH, déjà, c'est un terme qui signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'hyperactivité est optionnelle et c'est un trouble du neurodéveloppement. C'est un trouble qui se manifeste dans le développement neurologique d'un individu, donc dans l'enfance. Okay. Ça fait partie des critères du diagnostic. Et ce TDAH se manifeste par des symptômes de déficit d'attention, de troubles de régulation de l'attention plus précisément, d'hyperactivité, d'impulsivité. Sur le plan physiologique, un déficit ou un trouble dans la transmission de la dopamine. Au niveau cérébral, la transmission de la dopamine et du circuit de la récompense est un petit peu modifiée et qui entraîne des symptômes de ce type-là. Ça, c'est une définition précise. On peut déjà noter une chose très intéressante, c'est que la dopamine, donc quelque chose de biologique et non pas de psychologique, est directement concernée par ce trouble. On peut donc déjà vraiment arrêter de penser qu'un TDAH puisse être une personnalité ou une mode ou un caractère. On dit souvent TDAH, le H ça signifie donc hyperactivité, mais c'est pas obligé que tous les TDA soient hyperactifs. Il peut aussi sûrement arriver qu'un hyperactif ne soit pas TDA, même si je pense que ça marche mieux dans l'autre sens. Alors c'est quoi la différence entre ces deux troubles-là? La présence de l'hyperactivité. Donc il court partout dans une pièce en rond. Chez l'enfant, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça peut être ça. D'ailleurs, quand je reçois des enfants avec un TDAH en consultation, c'est ça. Hein. Ouais. Mais littéralement, ils se roulent par terre. On est vraiment dans le cliché. Ça peut aller jusque-là. Chez l'adulte, ça a tendance à s'internaliser. Et l'hyperactivité motrice, elle devient plutôt un sentiment d'agitation permanent ou un besoin de taper sur la table, de bouger les pieds, de bouger les mains. Une difficulté à rester tranquille. Plutôt dans l'agitation. Ouais. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est la présence ou non d'hyperactivité, qui peut être mentale ou motrice, hein, sachant que le terme de TDAH n'est pas un terme forcément adapté au trouble. D'accord. Parce que, comme on le disait, il ne se cantonne pas au déficit d'attention et à l'hyperactivité. Il y a beaucoup d'autres symptômes qu'on commence de plus en plus à comprendre. Et il est probable qu'on change même de terme. Oui, parce que c'est trop limitant, en fait. Exactement. Ah. Exactement. Et on a des mauvaises pensées, des mauvais préjugés qui arrivent quand on parle de TDAH. Ouais. On pense à ce que tu dis, quelqu'un qui court partout. Ah, c'est ça. Et si on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas comme ça, on va se dire bah non, il n'a pas un TDAH. On va maintenant aborder ensemble la partie des symptômes. Donc les symptômes, il faut qu'on en ait plusieurs et surtout sur une certaine durée, et il faut que ces symptômes provoquent des problèmes dans notre vie quotidienne. Sans me faire médecin à la place du médecin, en gros, c'est les critères de diagnostic. J'en profite pour faire une parenthèse de 20 secondes pour vous dire que mon nouveau livre parle de l'attention. C'est le sujet du livre, parce que même si on n'a pas un trouble de l'attention, un TDA avec ou sans H,
Il n'empêche que le déficit et les problèmes d'attention sont grandissants depuis ces 10 dernières années, au point que ça m'inquiète. On connaît la cause, c'est le commerce de l'attention. Alors parfois on dit que c'est à cause des écrans. Les écrans ils sont pour rien, c'est notre consommation de ce qu'on utilise sur les écrans. Bref, et surtout c'est pas irréversible, il y a des solutions. Je parle de tout ça dans le livre, je vous en fais pas la promo 3 heures, mais sachez qu'il a été écrit de manière à ce qu'une personne qui aurait des problèmes d'attention puisse quand même le lire et surtout avoir la fierté de le finir. Je vous mets des liens dans la description, mais il est disponible partout où on trouve des livres, les librairies, les grandes enseignes, on peut le commander partout où il y a des livres, Amazon, Fnac, etc. Il est même disponible en livre audio, lu par votre serviteur. Nous en étions aux symptômes. Souffrir d'un trouble de l'attention signifie d'abord avoir un nombre de symptômes précis. La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive, il y a des nuances à apporter, on peut très bien ne pas avoir tous les symptômes, il y a un degré plus ou moins élevé d'ailleurs, on peut les avoir dans une fréquence plus ou moins soutenue. Bref, il faut comprendre que c'est pas le genre des petites cases à cocher, c'est pour ça que les tests ça ne marche pas. En fait, c'est pas la liste des symptômes et on coche parce qu'en plus, ça fait fonctionner l'effet Barnum, on a tous tendance à se reconnaître dans les symptômes. J'ai demandé au docteur Moussa s'il y avait des critères décisifs qui permettraient déjà quand même de savoir si une personne était susceptible de souffrir de ce trouble. Donc il y a 2 critères temporels dans le TDAH. Il y a une durée minimum de 6 mois pour poser un diagnostic. C'est-à-dire que les symptômes doivent poser un problème ou un retentissement négatif pendant au moins 6 mois et surtout doivent être présents avant l'âge de 12 ans. Ok. Ouais, ça c'est très important pour nous. Si tu as une vie d'enfant et d'adolescent stable et normale, et que tu as ce genre de problème à l'âge adulte pendant même quelques mois, il y a de fortes chances que ce soit pas ça et que ce soit plus environnemental. Exactement. En fait. Exactement. C'est fort probable, en tout cas, ça remet fortement en question le diagnostic de TDAH, puisque c'est pas un trouble qui apparaît à l'âge adulte. C'est des questions qui ont été soulevées sur le plan scientifique, notamment avec le ADHD, Adult Onset ADHD, on considère que c'est une entité qui n'existe pas vraiment. Étant donné que le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, il s'est développé durant le développement, donc dans l'enfance, et persiste à l'âge adulte, dans 2/3 des cas à peu près. Ok, c'est énorme. Ouais, 2/3 des cas, mais il n'apparaît pas, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de nulle part. Parfois, on le découvre à l'âge adulte. Oui, ça c'est autre chose. On le diagnostique tardivement, mais il était existant en fait. Mais lorsqu'on n'a pas de critères factuels, pas de souvenirs du patient, de ses parents, pas de carnet scolaire qui atteste de ces symptômes-là, pour nous, ça remet fortement en doute le diagnostic et on va chercher quelque chose d'autre. Oui. Troubles anxieux, des troubles dépressifs. Qui est tout aussi pertinent, même plus, parce que là, on touche à la vraie cause. Tout à fait. Il y a 3 types de comportements à noter chez les TDAH, donc le comportement de l'inattention, le comportement de l'hyperactivité, le comportement d'impulsivité. Sur l'inattention, voilà comment ça peut se traduire. Ne pas accorder d'attention aux détails et faire souvent des fautes d'inattention. Par exemple, faire des fautes d'orthographe très importantes alors qu'on n'a pas vraiment de souci avec l'orthographe, ou alors on lit très mal les consignes. Avoir de la difficulté à rester volontairement concentré sur son travail ou sur une activité parce qu'on a très envie de faire autre chose, on pense à autre chose, on fait autre chose. Quand on donne aux autres le sentiment de ne pas les écouter quand ils nous parlent parce qu'on est absent. Quelqu'un qui a du mal à suivre les instructions, qui a du mal à terminer les choses, genre je vais monter ce meuble, mais ça va, je lis pas la notice et puis au final, je vais pas finir de le monter parce que déjà ça marche pas et on passe d'une activité à l'autre très vite. Avoir des difficultés d'organisation, donc on se met vite sous l'eau, même quand on a une to-do list. Ne pas aimer accomplir quelque chose qui demande une réflexion continue. Passer un examen de 4 heures par exemple, ça peut être l'Everest à gravir ou bien jouer à un jeu de société qui dure plus d'1 heure et qui demande de la concentration et où il y a un certain temps d'attente, par exemple pour que les 3 autres joueurs fassent leur tour, donc ça revienne à nous. Il y en a plein d'autres, perdre des choses, être facilement distrait dès qu'il y a un truc qui se passe ou une application qui a une notif, oublier des rendez-vous, oublier de faire ses cours quand on est étudiant. Encore une fois, méfiez-vous de l'effet Barnum, n'oubliez pas ce qu'on a dit précédemment. Sur les symptômes et les comportements liés à l'hyperactivité, là c'est de ne pas se tenir en place, se tortiller sur sa chaise. D'ailleurs apparemment pour les personnes qui souffrent d'hyperactivité, il y a une forme de fascination vis-à-vis de ceux qui arrivent à garder la même position sur une chaise pendant des heures ou même 1 heure. Pour un hyperactif c'est impossible, car forcément des gestes parasites, des positions différentes, le fameux arrête de gigoter. Les personnes qui parlent excessivement, parlent beaucoup, souvent rapidement parce qu'ils essayent d'exprimer le fil de leurs pensées à l'allure où les pensées arrivent, sauf qu'elles sont trop nombreuses et ça va trop vite. Ce sont aussi des personnes qui ont de la difficulté à jouer tranquillement, par exemple. Ces enfants qui ont besoin de se lever en pleine partie pour commencer un autre jeu, puis retourner à celui qui avait commencé précédemment. Et pour les comportements liés à l'impulsivité, c'était pas très clair ça pour moi. Du coup, j'ai demandé simplement à celui qui en sait plus que moi, le docteur Moussa. C'est une très bonne question parce que, notamment dans les critères diagnostiques, ça fait partie de la même case.
Hyperactivité / impulsivité. Alors que c'est pas la même chose. L'impulsivité, nous, on l'a décrit comme un déficit d'inhibition. Donc une intrication avec les fonctions exécutives. Les symptômes du TDAH et des fonctions exécutives sont intriqués. On a rarement TDAH sans dysfonctionnement exécutif. Mais l'impulsivité en soi, donc c'est un déficit d'inhibition. On n'arrive pas à s'empêcher d'eux. C'est-à-dire que ça provoque quelqu'un qui coupe la parole aux gens, parce qu'il n'arrive pas à attendre. Il n'arrive pas à attendre son tour. Il va finir vos phrases à votre place, parce qu'il veut que ça aille plus vite. Une aversion de l'attente, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à attendre. Faire la queue, les embouteillages, c'est impossible. Quelqu'un qui a un TDAH sévère, il rentre dans un magasin, il a besoin d'acheter un truc. Aujourd'hui, s'il y a une longue file d'attente, il retourne. Enfin, il s'en va. Demi-tour. Il reviendra plus tard. Notamment, surtout les hommes, ils roulent en moto. Ils supportent pas les embouteillages parce que attendre, c'est impossible. Ça, c'est la première partie de l'impulsivité. La deuxième, c'est l'impulsivité émotionnelle, qui va avec le trouble de régulation des émotions. On va avoir quelqu'un qui va avoir des accès de colère, une irritabilité assez prononcée, qui peut vite monter en pression et qui part au quart de tour. Dès qu'il y a un caillou dans la chaussure, ça et qui peut vriller vraiment sur un mot, un truc, une petite contrariété qui peut faire une crise de colère. Par exemple, un truc qui nous, dans notre vie courante, j'essaye de bien le comprendre, nous ferait un petit pic de vexation, par exemple, mais bon, on passe à autre chose. Là, ça peut créer un drama, quoi. Un vrai drame. Moi, j'ai des patients, ils sont tellement impulsifs qu'ils ont des violences physiques. Quelqu'un qui coupe une priorité, il sort de la bagnole. Ils veulent frapper physiquement, quoi. J'ai des patients qui se sont fait virer à cause de ça. Oui, donc ils ont tapé leur patron, ils ont tapé les collègues. Ça passe la case de peut-être je suis très énervé, mais j'analyse les conséquences et j'ai pas envie de perdre mon travail, donc je vais me calmer. Non. L'impulsivité, elle ne passe pas par le raisonnement, par le conscient. C'est vraiment quasiment un automatisme. C'est une action ou une parole réflexe. On est notamment dans la parole, les gens regrettent ce qu'ils disent après coup, parce que ça sort sans qu'ils le contrôlent. Et le dernier point de l'impulsivité, c'est donc ne pas arriver à s'empêcher de faire des conneries, quoi. Donc au volant, sexuellement parlant, avec les consommations de substances, il y a toutes les conduites à risque qui rentrent dans l'impulsivité pour nous. C'est quelque chose qu'on va rechercher systématiquement. Que ce sont des patients qui ont quasiment des problèmes avec leur permis, des problèmes d'addiction, des problèmes avec la justice, qui ne payent pas leurs factures, etc. Dans les comportements, on peut donc rajouter agir dans l'urgence de manière très spontanée, comme si tout devait être fait maintenant, tout de suite, sans attendre. Il y a un problème de patience. Et parmi tous ces symptômes, le Dr Moussa en a apporté un que j'avais jamais entendu. C'est une tendance à la cyclothymie, c'est-à-dire une tendance, bien sûr, c'est pas de la cyclothymie, mais une tendance à traverser des périodes d'exaltation et puis ensuite des périodes un peu plus neutres, voire basses, au niveau de la tristesse. Quelqu'un qui a un TDAH a une sensation de manque de dopamine. C'est pas un déficit physiologique en dopamine, mais il va avoir un comportement qui va rechercher des shoots de dopamine. Donc tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est passionnant pour lui, il va se lancer à fond dedans avec un déficit d'inhibition qui fait partie des symptômes. C'est-à-dire qu'il va avoir du mal à se réguler. Et on observe souvent chez les patients qui ont un TDAH des passions éphémères. Mais des vraies passions, mais qui peuvent durer 2-3 semaines. Mais comme un vrai passionné, à faire des nuits blanches, à acheter tout le matériel qui peut coûter des milliers d'euros. Ça, et ensuite, ça nous intéresse plus, on passe à autre chose. Non, mais typiquement, je sais pas, tu vas te prendre de passion pour l'astronomie. Tu vas acheter un télescope à 2000 euros. C'est ça. Tu vas prendre 3 cours, tu vas aller 2 fois faire des sorties, puis après tu l'oublies et il les traîne dans ta cave. Alors comment on l'attrape finalement, ce TDAH? Est-ce que c'est la faute de l'entourage, de l'éducation? Est-ce que c'est à cause des écrans, de scroller sur TikTok ou sur YouTube? Est-ce que c'est lié à l'environnement? Est-ce que l'environnement peut te rendre TDA? Alors te rendre, non. Voilà. On n'a pas de cause qui déclenche un TDAH. Le TDAH, on a réussi quand même à identifier des facteurs prédisposants, des facteurs de risque de TDAH. Le premier, le principal étant la génétique. C'est un trouble qui est extrêmement héréditaire. Il a un taux d'héritabilité de 65 à 75%. Ah oui, c'est 3 fois sur 4, la pièce, elle peut retomber. Quand on diagnostique quelqu'un, généralement, dans l'entourage, on en trouve au moins un autre. Dans les parents, les frères et sœurs ou les enfants. Les autres facteurs prédisposants sont tout ce qui a trait à l'accouchement, autour de la maternité et de l'accouchement. La consommation de substances pendant la grossesse de la mère, les accouchements difficiles, en fait, tout ce qui entraîne une hypoxie cérébrale, c'est un manque d'oxygène dans le cerveau du bébé. Comme tu dis que c'est lié vraiment au développement neurologique, du coup ça s'explique.
un des grands facteurs de risque aussi, c'est la prématurité. Plus la prématurité est profonde, plus on a un risque de trouble du neurodéveloppement. Parce qu'il n'y avait pas la maturation nécessaire. Exactement, exactement. Et l'environnement entre un petit peu en jeu, plutôt en termes d'épigénétique. Ouais, ok. Oui, en fait, il va appuyer, il va être le starter d'un truc qui était latent, quoi. Il n'y a rien qui déclenche un TDAH. Ok. Ni les écrans, ni l'alimentation, ni le manque de tendresse dans l'enfance sont des facteurs prédisposants, mais il n'y a rien qui a une relation de causalité avec le TDAH. D'ailleurs, ce trouble n'est pas récent, il existait avant même l'apparition des écrans. Ce syndrome, il est décrit dans la littérature médicale depuis la fin du XVIIIe siècle, m'a expliqué le docteur Moussa. C'est juste qu'il ne mettait pas un nom dessus, mais aujourd'hui, quand ils lisent cette littérature scientifique du XVIIIe, ils reconnaissent en fait le TDAH. Et autre question importante, est-ce qu'il y en a plus ou moins qu'avant ? Parce que le fait qu'on le nomme et qu'on le diagnostique aujourd'hui pourrait expliquer aussi une explosion. Dans nos archives médicales, on a des descriptions de tableaux cliniques qui ressemblent au TDAH qui remontent à plusieurs siècles. Ok. C'est pas un trouble nouveau. On en parle de plus en plus. On en diagnostique de plus en plus parce qu'on est plus formé. On le met en lumière. Notamment, ce qui joue beaucoup, je trouve. Alors, on sort un peu de la médecine, mais c'est le changement de société. Ouais. Et on a une société qui est de plus en plus cadrée, structurée, stricte, qui impose un cadre et des règles de plus en plus compliquées. Et ça, c'est un terrain parfait pour faire décompenser un TDAH. Ouais, bien sûr. Parce que le TDAH est un trouble contextuel. Il y a certaines parties du monde ou certains endroits, certaines tribus, où le TDAH est un avantage. Oui, il va être épanoui au contraire et ça va être très bien pour l'équipe. On s'est même rendu compte que dans certains cas, c'est un avantage évolutif. Dans la sélection, ça a été un avantage. Dans nos sociétés occidentales, c'est une catastrophe. Un employé de bureau avec un TDAH, c'est un calvaire. Alors on le diagnostique plus parce qu'on le met plus en lumière, et je prends aussi en compte le changement de société qui fait que les gens qui n'auraient jamais eu de problème dans leur vie il y a 200, 300, 400 ans, aujourd'hui c'est un vrai problème. Alors c'est pas nouveau, mais il y a des environnements plus ou moins favorables pour une personne qui en souffre déjà. Travailler toute la journée dans un bureau avec des règles strictes par exemple, ou c'est encore pire dans un open space avec toutes les stimulations extérieures à nous-mêmes qu'il peut y avoir, c'est un terrain de jeu pour que le trouble se déclare de façon plus intense. Les métiers de la monotonie également, les personnes qui ont ce trouble ont tellement besoin d'être stimulées, ils ont besoin de variété, que même s'ils exercent un métier qui est déjà un peu stimulant, sans monotonie, ils peuvent quand même tout claquer, c'est-à-dire partir du jour au lendemain. On parle des problèmes liés au TDAH, est-ce qu'il y a des avantages ? Bien sûr, comme on disait, ça peut être un avantage. Ça a été un avantage sélectif dans certaines circonstances. La conformation, la cognition d'un TDAH, elle peut dans certains cas être vraiment un avantage. Notamment dans les professions qui sont créatives, qui sont entrepreneuriales, où il n'y a pas de cadre strict, où on a besoin d'être un peu aventurier. Dans la description du spectre du TDAH, on a une flèche aventurier. Il y a un mode aventurier qui va pousser la personne à explorer son hyperactivité, son impulsivité, sa curiosité, sa recherche de nouveautés va l'entraîner à chercher des nouvelles passions, à faire des relations que les autres n'auraient peut-être pas faites, à s'aventurer dans des endroits qui n'ont pas encore été explorés, des endroits pas forcément physiques, des endroits mentaux, des choses, des idées, des nouveaux business, des choses comme ça. Quoi. Est-ce que tu penses que Léonard de Vinci en avait un ? C'est une question que je me suis 100%. Vraiment posée. Ouais, j'en suis convaincu. C'est trop d'un sujet à un autre. J'en suis convaincu. Polémique, pas de la concrétisation du projet, mais j'ai vu qu'il a mis 20 ans à finir la Joconde. Puis on a même eu des traces écrites de son apprenti qui expliquait que son atelier c'était un bordel pas possible et que 90% de ses projets, il les avait jamais terminés. Ouais, c'est ça. Donc il commence un truc, il pense à autre chose, il fait autre chose, mais c'est un esprit de génie. Alors c'est vrai que... Non mais c'est ça aussi que ça montre, quoi. C'est pas une question d'intelligence en tout cas, quoi. Tu vois. Alors, il faut faire attention à ne pas confondre TDAH et capacité intellectuelle. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout corrélé à l'intelligence. Parce qu'on a des personnes qui ont un TDAH qui ont des QI bas, d'autres qui ont des QI très élevés. Malheureusement, ceux qui ont un QI, heureusement pour eux, mais malheureusement pour les autres, le quotient intellectuel élevé permet de beaucoup mieux compenser son trouble et de le rendre beaucoup plus productif. On peut le sublimer. On arrive un peu à cadrer, à mettre en place des mécanismes pour mettre à profit son fonctionnement atypique. Mais dans certains cas, c'est un avantage extrême. Sublimer son trouble, ça c'est un truc qui me parle. Quand on a des problèmes dans notre fonctionnement, qu'on n'a pas décidé, qui viennent quasi de la génétique, en tout cas qui sont biologiques,
Est-ce qu'il y a une manière de le sublimer, comme on parlait avec le docteur Moussa pour De Vinci? Avoir un TDAH, c'est pas quelque chose qui va forcément vous handicaper selon le domaine dans lequel vous évoluez. Ça reste un handicap, c'est sûr, mais il faut chercher à voir comment le sublimer. Le spectre aventurier est assez important, et peut-être de collaborer avec une personne qui en a un, peut-être déroutant si nous-mêmes on est mal informé sur le sujet et qu'on ne l'a pas, mais ça peut apporter des avantages parce qu'ils ont souvent des soft skills comme l'enthousiasme, la curiosité, l'empathie, la spontanéité, le courage d'aborder les autres, et dans une équipe, c'est un atout. Ce sont des personnes qui sont réactives, qu'on leur donne quelque chose à faire, ils sont capables de se concentrer dessus si ça les stimule intensément, mais rapidement. Et surtout, ce sont des personnes qui ont des façons différentes de réfléchir, d'associer les idées, donc ça les rend créatifs, ils sont très généralement curieux, et ce sont des personnes, peut-être vous l'êtes, qui se passionnent pour beaucoup trop de sujets différents, mais là, par contre, c'est sur du court terme. Mais ça leur donne malgré tout une certaine expertise dans plusieurs domaines. Si vous travaillez avec une personne qui a un trouble de l'attention, donnez des échéances précises et ne dites surtout pas « rends-moi ça quand tu auras fini ». Ça, c'est le pire que vous puissiez faire à quelqu'un qui a un TDAH. Il faut activer le levier de l'urgence pour le motiver. Privilégiez aussi les consignes courtes, sans les détails parasites, parce que pour un TDAH, tout sera au premier niveau. Il ne sera pas forcément de lui-même hiérarchiser l'importance des informations, l'importance des choses, et surtout donner des consignes écrites, parce qu'il y a souvent, puisque c'est un problème d'attention, un petit problème de mémoire de travail, la mémoire immédiate qui en découle. On va voir maintenant les idées reçues qu'il y a sur les personnes qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais il y a peut-être deux choses là que je peux rajouter, mine de rien. La première, c'est qu'il est très important que les personnes qui ont été diagnostiquées avec un trouble de l'attention sachent profondément ce que c'est et savent en parler aux autres, savent communiquer ce que c'est. C'est pas quelque chose qu'ils ont choisi, c'est pas un effet de mode, ils sont obligés de composer avec, et voici ce que ça veut dire. Ça va être très important, l'éducation va passer par là. La deuxième chose, il est très important aussi de ne pas s'auto-diagnostiquer avec un trouble de l'attention, pour deux raisons. La première, c'est que si c'est un auto-diagnostic, c'est-à-dire qu'on n'a personne pour nous accompagner, c'est quand même dommage. Et la deuxième, c'est que c'est pas forcément un TDAH. Alors, ça peut être rien du tout, c'est juste la période et l'environnement qui fait que, ou alors ça peut être autre chose. Et le fait de s'être auto-diagnostiqué, on n'a pas diagnostiqué le autre chose. Et ça, c'est quand même fort dommage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce trouble de l'attention, tout comme à une époque, on parlait beaucoup, par exemple, des pervers narcissiques. On qualifiait très vite, trop vite, une personne de perverse narcissique, si bien qu'à un moment, on prenait plus au sérieux ce trouble. Alors, il faut faire attention, j'ai fait une vidéo assez complète sur le sujet, on ne reconnaît pas l'appellation pervers narcissique dans le spectre de la psychiatrie, il y a les pervers, les narcissiques. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais le trouble dont on parle, c'est un petit peu pareil. Comment on pourrait casser un peu les idées reçues qu'il y a sur le trouble de l'attention? Encore une fois, ceux qui en ont un peu marre d'en entendre parler se disent c'est un truc à la mode, tu vois. Est-ce que ceux qui ont un TDAH, on leur explique comment en parler, comment le présenter, tu vois? On leur demande de comprendre eux-mêmes leur fonctionnement. Oui. Mais après, de savoir le retransmettre facilement, c'est toujours très difficile. Ouais. C'est une problématique que mes patients rencontrent souvent. Ils me demandent parfois des fiches synthèse. Ouais. Ils me demandent en quelques lignes comment je peux expliquer à mon patron, à mes collègues. Ouais, c'est ça. Parce que ça va passer par cette éducation-là. Ils prennent pour un paresseux, pour un feignant, je me cherche des problèmes, etc. Oui, aujourd'hui, je crois que quand quelqu'un te dit je suis TDAH, je pense qu'il doit être souvent confronté à allez, encore un, tu vois, un truc d'exaspération, quoi. Ouais. Moi, ce que je dis à mes patients dans ces cas-là, écoutez, listez les symptômes et donnez des exemples. Ouais. Moi, c'est ce que je dis. Donnez des exemples pour qu'ils comprennent bien le problème que ça pose dans votre vie. Parce que si on parle de oubli fréquent quotidien, d'objets. Ouais. Oui, moi aussi j'oublie mes clés, moi aussi j'oublie mes trucs. Oui, on revient sur l'effet Barnum de tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que ça t'arrive 3 fois par semaine? Est-ce que tu as déjà fait 4 fois opposition cette année sur ta carte bancaire? Est-ce que tu as déjà essayé ton four allumé 24 heures? Est-ce que, des trucs comme ça. Est-ce que tu as laissé la fenêtre ouverte alors qu'il y avait un orage et que tu as fait une inondation chez toi? Des choses comme ça. Donnez des exemples concrets du retentissement que ça a chez vous. Donc les gens qui doivent expliquer ça autour d'eux, insister sur la sévérité et la fréquence des symptômes. Je crois que la fréquence, c'est une super clé, la fréquence-sévérité. De dire, oui, moi aussi, souvent j'oublie mes clés. Ouais.
Moi, j'oublie de fermer le robinet, et puis ça m'est arrivé 2 fois ce mois-ci d'inonder, quoi. Ouais. Ah ouais, là on comprend un peu la fréquence et tout. Ah, c'est une super clé que tu donnes. Ouais. Le problème, c'est qu'on s'attache trop aux comportements qu'on a énumérés, des comportements qui sont visibles, alors qu'il y a tout un monde chez les TDAH qui, lui, est invisible. Est-ce que quand on a un TDAH, ça se voit forcément, pour rebondir sur ce que tu dis? Non. Notamment dans le cas du TDA, sans l'hyperactivité, et d'autant plus chez les filles. Ok. C'est un sujet qu'on étudie de plus en plus, parce qu'on s'est rendu compte que les petites filles étaient beaucoup moins diagnostiquées que les garçons. Ok. Si tu veux, on a un sexe ratio, c'est-à-dire le pourcentage d'hommes et de femmes diagnostiqués qui est de 4 sur 1 dans l'enfance. Ok. 4 garçons pour une fille. Et à l'âge adulte, on est à 50-50. Ok. Et en fait, on se rend compte que dans la petite enfance, en gros jusqu'à l'adolescence, le TDAH chez les filles passe inaperçu parce qu'elles sont plutôt sur le versant inattentif, elles sont dans leur bulle et elles sont pas perturbatrices. Okay. Elles n'ont pas cette hyperactivité motrice qui fait chez tout le monde. Et elles sont dans leur bulle, elles regardent par la fenêtre, elles pensent à autre chose. Puis elles sont plutôt studieuses et puis voilà, ça se passe bien. Et peut-être qu'en plus ça croise quelques stéréotypes, c'est-à-dire que si à la maison elle part beaucoup, on dit c'est une pipelette, tu vois, il y a ça aussi, quoi. Bavardage pour une petite fille, c'est pas un problème. Ouais, voilà, c'est ça. Toutes les petites filles ont marqué bavardage dans leur carnet et puis voilà, c'est comme ça. Ça pose un vrai problème, l'autodiagnostic, sur 2 plans. Pourquoi ? Parce que le premier, la base, c'est que les symptômes du TDAH ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire que les symptômes de quelqu'un... Il y a pas un symptôme qui n'appartient qu'au TDAH. Exactement, exactement. Et ce sont des symptômes que tout le monde va rencontrer au moins une fois dans sa vie. Tout le monde va avoir des troubles d'attention, des troubles d'hyperactivité, des troubles d'impulsivité, mais souvent, en termes d'intensité et de fréquence, ils vont être beaucoup plus réduits que dans le TDAH. Donc quand quelqu'un qui a un TDAH parle de son trouble, parle de ses symptômes, les gens s'identifient. Mais moi aussi, je suis comme ça. Ah oui, moi aussi, je fais ci, moi aussi, je fais ça. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, ça, je le vois moi en consultation quand des adultes viennent chez moi pensant qu'ils ont un TDAH, parce que je fais des entretiens de diagnostic, et plus d'une fois sur 2, c'est pas un TDAH. Ok. Vraiment. Okay. J'en reviens au deuxième problème, c'est que comme les symptômes du TDAH ne sont pas spécifiques, on a l'impression qu'on a ça, mais il y a beaucoup d'autres troubles qui donnent les mêmes symptômes. Et on peut le confondre avec d'autres troubles. Les plus fréquents, c'est les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles du sommeil. On a des syndromes d'apnée du sommeil où les gens pensent qu'ils ont un TDAH. Et c'est les autodiagnostics qui alimentent aussi les idées reçues. En voici quelques-unes. Un TDAH est incapable de se concentrer. C'est pas vrai, au contraire, il peut être dans un état d'hyperfocus, qu'on appelle aussi l'hyperfocalisation. Ça, c'est si une activité le passionne, alors c'est très difficile pour lui de décrocher. Et il peut même oublier de manger, perdre la notion du temps, etc. Pourquoi ? Parce que quand il est en hyperfocalisation, son cerveau délivre énormément de dopamine pour démarrer et pour finir la tâche. Mais lorsque la tâche ne représente pas un grand intérêt, ça peut être un cauchemar. Deuxième idée reçue, les TDAH ne font pas d'efforts pour se concentrer. Faux ! Une personne qui a un trouble de l'attention n'est pas flemmarde. Demander à quelqu'un qui a un trouble de l'attention de se concentrer sur une tâche banale comme regarder un film ou faire ses devoirs, c'est comme demander à une personne qui aurait, par exemple, Alzheimer, de se souvenir d'un truc dont elle ne se souvient pas. On a trop tendance à penser que quelqu'un se sert de son trouble comme d'une excuse pour ne rien faire ou ne pas faire d'efforts, alors que, en réalité, souvent, ces personnes déploient des grandes quantités d'énergie pour tenter de finir une tâche. Troisième idée reçue, un TDAH qui n'est pas agité n'est pas hyperactif. C'est pas vrai, il existe l'hyperactivité mentale. C'est le fait de ne pas s'arrêter de penser. Mais c'est pas forcément structuré comme pensée. Oui, c'est ça. C'est pas forcément une revue systématique de toutes les possibilités. Parfois, ça part dans tous les sens, sans but précis, sans structure. Une hyperactivité non structurée, contrairement à d'autres troubles. Et invasive aussi, c'est-à-dire qu'il ne le décide pas. C'est des pensées qui pop. C'est envahissant. J'ai une patiente qui m'a donné une image que j'aime bien. J'ai vu des trucs Harry Potter là dans le studio. Elle m'a donné l'image de Harry Potter dans le premier film, où il passe une série d'épreuves, et à un moment donné, il doit monter sur un balai, attraper des clés. Et pour elle explique la différence comme ça, avec et sans traitement médicamenteux. Le calme plat avec les petites clés qui volent avec des ailes juste avant qu'elle parte en vrille. Par contre, quand Harry attrape la clé, ça s'agite vraiment, ça devient une catastrophe. Et pour elle, c'est son état de base. Elle l'explique comme ça. Et quand elle prend le médicament... ça lui enlève pas ses idées, mais ça permet de les regarder tranquillement. Ça calme le tourbillon. Et souvent, c'est décrit comme l'absence de bouton off. On n'arrive pas à arrêter le flux de pensée. Et ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Déjà, problème de sommeil qui entraîne encore d'autres problèmes. La latence d'endormissement, elle peut durer des heures. Parce que être dans le noir comme ça et penser. En plus, ça emmagasine des troubles anxieux quand on a un contexte qui n'est pas forcément très joyeux.
on tourne en boucle et on n'arrive pas à arrêter de penser. Le corollaire à ça, c'est que souvent on a des patients qui prennent des substances pour arrêter ce flux de pensée. L'alcool qui marche bien, ne buvez pas. Mais j'ai des patients qui boivent tous les soirs. Pas parce qu'ils veulent dormir. Solution, en fait, ça a été leur solution. C'est de l'automédication. On appelle ça comme ça, alors que c'est pas un médicament, mais le cannabis, l'alcool, ça calme un peu ces symptômes-là. C'est catastrophique, surtout quand on diagnostique pas, parce que les patients vont faire comme ça pendant des années et des années. Tu te retrouves avec des addictions que tu as du mal à traiter. Cette hyperactivité mentale, c'est ça. C'est la pensée qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais, où tu ne peux pas rester tranquille à ne penser à rien. Pour les patients qui ont une forte hyperactivité mentale, j'ai du mal à recommander la méditation. Oui, bien sûr. Parce qu'ils vont se sentir en échec. Et l'effort à dépenser pour le bénéfice est trop important. Il y a d'autres choses à faire qui sont plus efficaces. Et le deuxième point de l'hyperactivité mentale, c'est le vagabondage mental. Le mind wandering en anglais, c'est le fait d'avoir une pensée qui amène à une autre pensée, qui amène à une autre pensée. C'est l'association plus ou moins heureuse d'idées et ça s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais, puis à la fin, tu sais plus comment t'es arrivé là. La pensée initiale, tu l'as perdue. Des fois, ça peut arriver pendant une discussion avec quelqu'un, pendant que tu es en train de faire quelque chose, tu te rends pas compte que ton cerveau est parti vagabonder. Loin. Et ça peut durer 20 minutes, 30 minutes. Et ça, c'est très problématique. Moi, je donne une image pour ça, c'est la chanson Les Trois Petits Chats. Les Trois Petits Chapeaux de paille. Chapeau de paille, paillasson, somnambule, etc. Et à la fin, le somnambule, ça n'a rien à voir avec les Trois Petits Chats. Tu sais plus comment t'es arrivé là. Autre idée reçue, les TDAH sont des personnes mal éduquées. C'est faux, puisque ça n'a rien à voir avec l'éducation et l'environnement, on l'a dit tout à l'heure. Autre idée reçue, on serait tous un petit peu TDAH. Non plus. Beaucoup confondent le trouble de l'attention et le problème de l'attention. Si on n'a pas eu ce problème neurologique avec ces petits aspirateurs à dopamine qui fonctionnent mal, juste on n'est pas TDA quoi. Mais ça n'empêche pas d'avoir des problèmes d'attention, des déficits d'attention. Le TDAH est désorganisé. C'est faux également. Les personnes qui ont ce trouble ont plus de difficultés à s'organiser, mais en revanche, ils peuvent remédier parfois à ce manque d'organisation, c'est pas irréversible. Ils mettent en place des stratégies d'organisation qui sont adaptées à leur personnalité et à leurs troubles et qui leur permettent de pallier à ce manque d'orga. Donc ça se voit pas. Ça se voit pas, donc tu n'es pas vraiment TDAH. C'est possible que ce soit peu perceptible chez des adultes qui arrivent à masquer le trouble et donc qui ne présentent pas vraiment les symptômes en public, mais le cacher ou composer avec, ça ne veut pas dire que la personne est plus impactée. C'est un handicap et il peut être invisible. C'est pourquoi il faut éviter de juger trop vite les gens et surtout, il faut laisser les personnes concernées en parler. Avant d'attaquer la troisième partie, j'ai demandé au Dr Moussa si le trouble de l'attention était souvent associé à d'autres troubles comme la dyslexie par exemple. C'est un trouble du neurodéveloppement, et comme tous les troubles du neurodéveloppement, il est rarement seul. Quasiment plus d'une fois sur deux, on trouve un autre trouble avec, ce qu'on appelle un trouble comorbide. Comorbide, c'est un terme un peu dark, mais ça veut juste dire qu'il y a un autre trouble en même temps, simultané. Tous les autres troubles du neurodéveloppement sont comorbides. On a beaucoup plus de TSA, donc trouble du spectre autistique, chez les gens qui ont TDAH, et vice-versa. Beaucoup plus de troubles 10, donc dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie, dysmachin. 10h20. Rien à voir. Voilà. J'ai jamais pensé celle-ci. Tu vois. On a le même humour. C'est mon type d'humour. Et on a aussi les autres troubles, mais qui sont vraiment des troubles psychiques. Donc troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles bipolaires, troubles de personnalité borderline, troubles d'addiction. Tout ça, c'est beaucoup plus comorbide chez quelqu'un qui a un TDAH que chez quelqu'un qui n'en a pas. Troubles du comportement alimentaire aussi. Plutôt sur la version de l'hyperphagie, de la boulimie, à cause du déficit d'inhibition. On n'arrive pas à s'empêcher de manger. De se dire non, là c'est bon, j'arrête. Alors si à ce stade de la vidéo, vous avez l'impression de vous reconnaître par exemple dans le TDAH, avant de foncer sur un autodiag, voici ce qui vous est conseillé de faire. Allez voir votre généraliste en premier lieu. Essayez quand même de préparer votre consultation. Parce qu'il y a fort à parier que vous allez tomber sur un médecin qui n'est pas bien formé sur ce trouble-là. C'est un trouble qui est pas très bien intégré dans le monde médical. En tout cas, il appartient au généraliste de le détecter, de le diagnostiquer, c'est ça ? En théorie. Et la formation médicale sur ce sujet-là, elle est vraiment... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir un psychiatre ou pas ? Non, plutôt un généraliste quand même. D'abord un généraliste. D'abord un généraliste. Parlez-lui de vos problèmes. Faites ce que je vous ai dit là. Donnez-lui les symptômes que vous avez, les problèmes avec des exemples.
dites-lui que ça pose problème dans votre vie. S'il ne se sent pas apte, si c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas bien, il vous enverra chez un psychiatre. Ton frère, ouais. Parce que généralement, votre généraliste, il a quand même un réseau et il sait quel psychiatre peut vous aider ou pas. Parce que même dans le monde psychiatrique, il y a des psychiatres qui prennent pas en charge le TDAH. Ouais. On peut conclure donc que tout le monde ne souffre pas du TDAH, mais que oui, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'un problème d'attention. Voilà, ça répond à la question du titre de cette vidéo. Comme vous disiez tout à l'heure, même si on se reconnaît dans les symptômes, ça ne veut pas dire qu'on a un trouble. Le TDAH, c'est un terme médical, hein. C'est un diagnostic médical. C'est bien de le rappeler. Ça ne désigne pas un comportement. Ça désigne un trouble. Ça désigne un problème. En médecine, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble. On peut cocher toutes les cases de tous les questionnaires de TDAH. Si on n'a pas de problème dans la vie, vous n'aurez jamais de diagnostic. Le diagnostic, il a 5 critères. Et parmi ces 5 critères, vous devez avoir un retentissement négatif dans au moins 2 domaines de votre vie. Ok. Ce qu'on entend par domaine de la vie, c'est domaine scolaire, universitaire, professionnel, amoureux, amical, judiciaire, financier. Vous devez nous expliquer, nous montrer qu'il y a un problème dans votre vie. Parce que sinon, quel est l'intérêt ? Et dans 2 domaines, comme ça. C'est ce qu'on dit. Ouais. C'est pour être sûr que ce ne soit pas un trouble vraiment très contextuel. Un problème dans un domaine particulier, mais que c'est un TDAH, donc un fonctionnement particulier. Par exemple, tout ce qui est dans le domaine scolaire, je redouble. J'ai des mauvaises notes, j'arrive pas à me concentrer, je vais rater mes études, je vais pas pouvoir me lancer dans la carrière qui me plaît. Je me fais virer de mes jobs parce que je suis en retard tout le temps, parce que je suis agressif avec mes collègues, mon patron, ou j'ai des poursuites judiciaires parce que je paye pas mes factures, parce que je les oublie. Mais ça doit vraiment poser problème. C'est ça. Sinon, on est sur juste un problème d'attention, c'est-à-dire que j'ai du mal à finir un livre ou mon ado a du mal à finir des livres et à se concentrer à faire ses devoirs. Oui, il a des problèmes d'attention. Est-ce qu'on est sûr que c'est un TDAH ? Non, surtout si c'est temporaire, surtout si c'est des fois oui, des fois non. Le problème, c'est où est-ce qu'on met le curseur ? À partir de quel moment ça devient un trouble ? Et là, c'est la zone floue. On n'a pas de critères factuels. Il n'y a pas un test, je mets une languette sur toi, si c'est bleu, t'es TDAH. Exactement. Alors, c'est le principe des bilans neuropsy qui permettent d'objectiver un déficit d'attention, qui permettent d'objectiver des troubles des fonctions exécutives, mais qui ne permettent absolument pas de poser un diagnostic. Le diagnostic, c'est le médecin qui va le poser, et il va devoir se baser un peu sur son entretien. L'attention, c'est une valeur marchande aujourd'hui pour les industries. Patrick Lelay, l'ancien président directeur général de TF1, avait dit « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Ça veut dire que tout ce qu'on consomme gratuitement, qui nous est offert, même cette vidéo YouTube fait partie de ce système, c'est fait pour vendre des cases aux annonceurs, aux publicitaires. Même le fait que je parle de mon livre dans cette vidéo, c'est que j'espère bien que dans votre attention, vous avez le temps d'écouter le fait que ce livre existe. Dans le fond, il faut être honnête. Et aujourd'hui, avec la foule de divertissements qu'on a, que ce soit sur les réseaux comme Insta, TikTok, YouTube, etc., les formats courts, voire de plus en plus courts, sur lesquels on peut scroller à l'infini, ça envoie de telles décharges de dopamine dans le cerveau qu'on peut y rester des heures et surtout qu'on devient dépendant à ce shot de dopamine. Mais le revers de la médaille, c'est que la dopamine, donc, devient addictive, si bien qu'on recherche sans cesse à en avoir plus. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc on n'a pas le TDAH, mais dans le fonctionnement, on a le cerveau qui veut trouver le niveau de dopamine qu'on lui a offert déjà plusieurs fois. C'est quoi les conséquences de tout ça ? La suractivité mentale et cette recherche permanente de dopamine, c'est pas négligeable, c'est même inquiétant sur la concentration par exemple. C'est de plus en plus difficile de garder son attention fixe sur un sujet, comme un film de 2 heures par exemple, sans scroller son téléphone en même temps ou de se concentrer longtemps sur nos devoirs ou notre travail. L'attention, quand elle est dans sa forme de concentration, parce qu'il y a plusieurs types, elle se mesure en durée et en puissance, en durée volontaire, où on la place, notre attention. Ça provoque aussi de la procrastination, c'est-à-dire qu'on reporte le fait de faire quelque chose qui ne nous donne pas du gros plaisir immédiat, comme l'administratif, faire la vaisselle, sortir acheter du pain, ou quelque chose qu'on a aimé faire au départ parce que c'était nouveau, et après qu'on veut continuer, non, relou. On a l'impression d'être ankylosé du cerveau après, on n'a vraiment pas du tout envie, on reporte. Dans les conséquences, il y a aussi la peur de l'ennui. Alors c'est marrant parce qu'il y a 2 moments clés en fait dans l'ennui. Il y a la peur de l'ennui qui peut arriver, et il y a l'ennui en lui-même. Et ce qui est marrant, c'est que la peur de l'ennui, c'est ça qui est désagréable. Parce que le cerveau ne s'ennuie réellement jamais. Il fonctionne, il pense, il introspecte, il se pose des questions, il observe le monde, mais on n'est jamais vraiment végétatif. Donc la peur de l'ennui,
Quand c'est lié à l'addiction à la dopamine, c'est un petit peu comme le fumeur de clope. Il angoisse plus de voir qu'il ne lui reste plus que 3 cigarettes dans son paquet que ne plus en avoir presque. Au sujet de l'ennui, j'ai fait une vidéo là-dessus, complète, je vous la mets dans la description, mais elle est sortie il n'y a pas longtemps, donc vous la trouverez sur ma chaîne YouTube. Des solutions pour améliorer son attention, est-ce qu'il y en a? Oui, plein, c'est loin d'être irréversible en fait. Déjà la prise de conscience et l'utilisation d'un bon comportement et des bonnes solutions, et c'est assez vite réglé finalement. Si tant est qu'on n'a pas un trouble de l'attention, ça ne se règle pas. En tout cas, pas comme ça. Premier conseil, faites les choses une tâche à la fois. Ne papillonnez pas sur plein de trucs, c'est un coût cognitif pour le cerveau extrêmement fort. Si vous écoutez un podcast hyper intéressant tout en faisant de la cuisine chez vous, une petite recette un peu complexe, et en surveillant votre nouveau-né qui est dans son parc à côté, à la fin, vous n'allez pas vraiment écouter, bien retenir ce que disait le podcast. Il y a de fortes chances que la recette ne soit pas exactement bien faite parce que vous aurez dédié une plus grande quantité de votre attention pour votre enfant. Et surtout, à chaque fois que vous sautez d'une tâche à l'autre, eh bien, il y a un vrai coût cognitif. C'est de la fatigue mentale et ça bouffe de l'attention. Donnez-vous des objectifs avant de commencer à faire quelque chose. Ça, c'est très important. L'intention qui précède l'attention, c'est essentiel pour le bon fonctionnement de la concentration et de la motivation aussi d'ailleurs. Tout ça, c'est un petit peu lié. Et vous pouvez découper les tâches quand vous savez qu'elles vont avoir un gros déficit en dopamine. Je vous donne un exemple concret. Cette vidéo, on la tourne au mois de mai, fin mai, donc je vais devoir déclarer mes impôts. Donc il faut que je fasse un petit peu de comptabilité. La première étape, je vais d'abord réunir tout en même temps, tout au même endroit, je veux dire, tous mes papiers nécessaires à faire ma déclaration d'impôt. C'est tout. Juste, je réunis tous les documents dont je vais avoir besoin, je vais les chercher sur Internet, tout ça, machin. C'est une tâche particulière qui me fait pas très envie, mais si j'ai rien d'autre à faire d'ennuyeux derrière, ça va, donc je vais le faire. Le lendemain, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute la comptabilité pour la déclaration des impôts. C'est une autre tâche rébarbative qui pourrait être complètement anéantie par le simple fait que j'aille chercher un document sur Internet qui me manquerait. Donc le faire en 2 temps, avec l'objectif à chaque fois de finir complètement le temps que je me suis donné, eh bien ça me permet d'avancer. Et une bonne concentration, c'est aussi du mode avion. Ça fait du bien. Si vous voulez faire quelque chose, vous passez le téléphone en mode avion, vous passez les mails et l'ordinateur en mode avion, pas de notif, rien du tout, et faites ce que vous aviez à faire, que ce soit une balade, jouer de la guitare, faire un jeu vidéo même, regarder un film, lire un bouquin, peu importe, mais concentrez-vous, dédiez-vous à ce que vous aviez envie de faire, que ce soit du boulot, un truc de cours, un loisir, profitez pleinement de cette chose-là. Je m'arrête là si vous voulez aller plus loin sur pourquoi tout ça s'est arrivé dans la société, c'est quoi les amis, les non-amis, les conséquences, les solutions court terme, les solutions long terme, avec un livre qui a été écrit pour qu'on ne décroche pas. Je vous recommande évidemment mon dernier livre. C'est normal, je l'ai écrit pour ça. Je voudrais remercier infiniment le docteur Moussa, Jonathan Moussa, qui est passionnant. Je vous recommande ses réseaux, vous avez tous les liens dans la description. Mais on a fait une discussion plus poussée qui demande un petit peu de montage. On vous sortira ça, un format entièrement dédié au TDAH avec ce spécialiste-là, avec des personnes qui sont experts dans un domaine, juste pour qu'ils nous déversent leur expertise. Et pour terminer, faites attention à quelque chose d'essentiel, c'est vous-même. À très bientôt, ciao.